Ils appellent cela la paix du siècle. Mais ce siècle, à qui appartient-il vraiment et à quel prix? Cette question, qui semble si simple, résonne pourtant depuis des siècles, dans les villages assiégés, les villes encerclées, les territoires disputés. Elle n'est pas nouvelle. Elle a traversé le temps, de la conférence de Berlin à la partition de la Palestine, de la décolonisation africaine aux accords de paix signés chaque décennie sous la haute surveillance des puissants. On présente le plan de Donald Trump pour le Moyen-Orient comme une solution miracle, un accord soi-disant historique censé effacer les souffrances d'hier. Les promesses qu'on y trouve sonnent comme un hymne à la prospérité. Investissement mirobolant, sécurité garantie, avenir radieux pour tous. Mais si l'on gratte la surface, si l'on retire le vernis diplomatique, on découvre une réalité bien plus amère. Ce plan de paix, loin d'être une invitation à la réconciliation, est en vérité une humiliation soigneusement dissimulée derrière des mots choisis. Regardons la vérité en face. Ce plan de paix n'est, pour ceux qui le subissent, qu'une domination rebaptisée. On exige d'un peuple blessé qu'il échange sa dignité contre l'illusion d'un compromis, que sa douleur se transforme en monnaie sur la table des puissants. Comme si la souffrance d'hommes, de femmes, d'enfants pouvait être effacée par une signature étrangère, lointaine et indifférente à la réalité du terrain. Pour comprendre l'ampleur de cette situation, rappelons-nous les traités signés en Afrique durant la colonisation. Par exemple, au XIXe siècle, l'Empire britannique imposait aux chefs locaux des accords qui promettaient protection et développement. En échange, les terres, les ressources minières, la liberté de mouvement étaient confisquées. Les populations locales n'avaient d'autre choix que d'obéir ou de faire face à des représailles sanglantes. Aujourd'hui encore, des villages entiers se souviennent de la perte de leurs terres et de la façon dont leur histoire a été effacée des livres officiels. Peuple d'Afrique, cela ne vous rappelle-t-il rien? Nous connaissons trop bien ces promesses venues d'ailleurs, ces traités où l'on nous demande d'accepter le dépouillement contre un peu de paix. Peut-on parler de justice quand le silence est imposé à ceux qui n'ont pas voix au chapitre? Peut-on parler de paix quand le plus fort dicte la règle et que le plus faible doit s'incliner ou disparaître? Pour illustrer cette mécanique, prenons le cas du Congo belge au début du XXe siècle. Le roi Léopold II avait promis la modernisation, la construction d'écoles, d'hôpitaux et de routes. Mais en réalité, il s'agissait d'un système d'exploitation féroce où des millions d'Africains ont perdu la vie. Le progrès vanté n'était qu'un prétexte pour le pillage massif des ressources naturelles et la destruction de sociétés entières. La paix véritable ne naît jamais d'un silence forcé, ni de l'abandon de ses droits. Si nous acceptons aveuglément de tels compromis, nous risquons d'applaudir l'injustice et de devenir complices de la domination. Ce ne serait pas la victoire de la paix, mais l'écrasement de la justice et la négation de la dignité d'un peuple. Regardez le cas des accords de Dayton, signés en 1995 pour mettre fin à la guerre de Bosnie. Certes, ils ont mis un terme à la violence immédiate, mais ils ont aussi figé les divisions ethniques, institutionnalisé les inégalités et laissé de profondes blessures ouvertes. Ce qui devait être une paix durable s'est transformé en statu quo fragile, où la méfiance règne encore aujourd'hui. Alors, au lieu de nous laisser séduire par les discours des puissants, posons-nous la question. À qui profite réellement cette paix, et que nous demande-t-on de sacrifier en l'acceptant? Mais d'où vient un tel plan, et pourquoi tant de voix s'élèvent pour le dénoncer? Plongeons dans ses origines et dévoilons les véritables intentions qui s'y cachent. Le plan de Trump, surnommé parfois « deal du siècle », n'est pas né d'un dialogue entre les deux peuples directement concernés. Il est le fruit de tractations menées loin des réalités du terrain, dans les salons dorés de Washington et de Tel Aviv. Les principaux intéressés y ont été conviés à la dernière minute, sommés d'accepter des conditions déjà gravées dans le marbre. Un fruit pourri conserve son venin, même sous une peau éclatante. Ce plan, comme tant d'autres avant lui, promet l'égalité mais organise le contrôle, promet la prospérité mais perpétue la dépendance. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ces clauses. Chaque investisseur étranger garde un droit de regard sur les projets. Chaque déplacement reste soumis à l'autorisation de l'occupant. Chaque parcelle de terre qui fait l'objet d'un échange
est en réalité confisquée sans retour possible. Face à ce prétendu plan, le monde s'est fracturé. Certains l'applaudissent, d'autres le qualifient de pragmatique, comme si l'injustice pouvait devenir une vertu par simple habillage diplomatique. Mais il faut voir clair. Ce plan n'est pas un compromis, mais une illusion soigneusement ficelée pour masquer la domination. On fait mine de tendre la main, alors qu'on impose des chaînes, dorées mais bien réelles. Prenons l'exemple des accords de Sykes-Picot, signés en 1916, qui ont découpé arbitrairement le Moyen-Orient selon les intérêts franco-britanniques. Les populations locales n'y ont jamais été consultées. Les frontières tracées à la règle sur des cartes d'Europe ont semé des conflits qui perdurent encore aujourd'hui. Ce plan de paix s'inscrit dans la même logique. Décider à la place des concernés, puis exiger leur gratitude. N'oublions jamais, la dignité humaine ne se négocie pas, les droits sacrés d'un peuple ne se monnaient pas, la justice ne se bâillonne pas sous un silence poli. L'histoire du peuple algérien, par exemple, est jalonnée de tels accords imposés. Le traité de Tafna, signé en 1837 entre l'émir Abdelkader et la France, n'était qu'une trêve temporaire qui a finalement permis à la colonisation de progresser. La paix forcée n'a apporté ni justice ni liberté, mais une longue nuit d'oppression. Accepter un faux compromis, c'est piétiner la souveraineté, sacrifier la mémoire et l'avenir d'une nation pour un mirage. L'histoire africaine abonde de ces traités où l'opprimé reçoit des promesses creuses, tandis que le puissant rafle les richesses. Rappelons-nous la conférence de Berlin en 1885, où les puissances européennes se sont partagées l'Afrique sans la moindre consultation des peuples concernés. Les conséquences de ces décisions arbitraires pèsent encore aujourd'hui sur le continent. On attend de nous des applaudissements, mais qui tire réellement profit de cette mascarade de paix? La vraie paix ne naît ni de l'imposition, ni du mépris, mais de l'égalité et du refus de l'humiliation. Fermer les yeux sur ces réalités, c'est laisser l'injustice devenir la norme, ici comme ailleurs. Mais comment en est-on arrivé là? Qui orchestre vraiment ce théâtre et à quelle fin? Pour comprendre cela, il faut se pencher sur la mécanique de la domination moderne. Les puissants ont appris à utiliser le langage de la paix pour justifier la perpétuation de leur contrôle. Ils organisent des sommets, publient des communiqués, signent des accords dont le texte est inintelligible pour la grande majorité, mais dont les conséquences sont bien concrètes. Un accord rédigé à Washington peut-il vraiment changer la vie de celles et ceux qui subissent chaque jour l'occupation? Peut-on parler de paix lorsque ces termes sont imposés par la force et non négociés avec ceux qui portent le poids de la domination? Pour le peuple palestinien, comme pour tant d'autres avant eux, il s'agit d'une nouvelle forme de colonisation, maquillée en partenariat. Soyons lucides, ce plan n'a pas été pensé pour les opprimés. Il n'a pas été écrit pour les millions d'hommes, de femmes et d'enfants dont l'existence est fracturée par l'injustice. Il sert d'abord les puissants, ceux qui occupent, ceux qui commandent, et leur confère une légitimité internationale qu'ils cherchent depuis si longtemps. La souveraineté promise n'est qu'un mot vide. Les frontières, l'espace aérien, la sécurité, tout reste verrouillé sous le contrôle de l'occupant. Ceux qui devraient être libres demeurent contraints, chaque déplacement, chaque souffle soumis à l'accord de l'autre. Pour prendre un exemple concret, imaginez une ville où pour aller à l'école, un enfant doit franchir 5 checkpoints, montrer une autorisation et risquer d'être refoulé à tout instant. Peut-on parler de liberté dans ces conditions? Ce n'est pas une idée nouvelle. Elle rappelle les anciennes promesses faites à l'Afrique. Des milliards promis pour acheter le silence, des infrastructures en échange de la mémoire et de la terre. Ici aussi, on promet des investissements, un miracle économique, à condition d'oublier la justice, la dignité et le droit au retour. Mais la vérité, c'est que ce plan légitime l'illégalité. Il grave dans le marbre la confiscation des terres, entérine les colonies et transforme la dépossession en norme durable. L'injustice, loin d'être réparée, se trouve sanctifiée pour que plus jamais personne n'ose la dénoncer. La promesse d'un État n'est qu'un mirage. Un État sans frontières réelles, sans maîtrise de ses ressources, sans armée, sans ciel. Ce n'est pas la liberté, c'est une prison à ciel ouvert, dissimulée derrière un drapeau.
Quant aux investissements annoncés, ils ne sont qu'un appât, une monnaie d'échange pour effacer des décennies de souffrance et de mémoire collective. Il suffit de voir comment, en Afrique du Sud durant l'apartheid, le gouvernement proposait des Bantustans, des territoires autonomes en apparence, mais complètement dépendants du pouvoir central, sans reconnaissance internationale ni moyen de subsistance. Accepter ce plan, c'est rendre la spoliation irréversible. C'est admettre que la voix des peuples ne compte plus, que la justice peut être sacrifiée au profit de la puissance et du confort des dominants. C'est condamner des générations entières à l'oubli, à la résignation, à l'effacement de leur histoire. Dans le cas du Sahara occidental, l'accord de Madrid de 1975, signé sans la participation du peuple sahraoui, a ouvert la voie à une occupation qui se poursuit aujourd'hui encore, malgré les résolutions de l'ONU et les appels à la justice internationale. Mais il reste une question brûlante. Que faire face à cette injustice maquillée en paix? L'espoir peut-il encore survivre quand tout semble perdu? L'histoire n'est jamais écrite par ceux qui imposent la soumission, mais par ceux qui résistent et refusent de s'effacer. Quand on trace les cartes de l'oppression, on le fait dans le sable. Tôt ou tard, le vent de la justice efface les frontières nées de la force. L'injustice, même drapée d'accords solennels ou de promesses dorées, ne dure jamais éternellement. Regardez l'Afrique, hier comme aujourd'hui. Chaque traité arraché, chaque capitulation forcée a enfoncé plus profondément les racines de la domination, jusqu'à rendre la révolte inévitable. Jamais une paix n'a survécu sans reconnaissance de la dignité et des droits des peuples. L'histoire du Ghana, par exemple, enseigne que le refus des traités inéquitables a finalement conduit à l'indépendance, après des décennies de luttes et de sacrifices. Une paix imposée par la force seule engendre la résistance. Là où la justice est absente, ce qui subsiste n'est qu'un silence étouffant, des cris rentrés, une normalité factice qui ne trompe que ceux qui ferment les yeux. Les puissants peuvent multiplier les promesses, dresser des murs, ériger des checkpoints, dessiner des frontières, ils n'inventent qu'une illusion provisoire. Rappelons-nous la résistance du peuple vietnamien face à l'occupation française puis américaine. Malgré les accords, la volonté de liberté a fini par triompher. La paix ne naît pas de l'épuisement des opprimés, ni de leur résignation. Elle ne germe que dans la reconnaissance mutuelle et la justice partagée. Cela vaut pour tous les continents, chaque peuple, chaque mémoire meurtrie. Les accords d'Oslo, censés ouvrir la voie à une paix durable en Palestine, n'ont fait qu'instaurer un provisoire qui dure, faute de justice réelle et de respect des droits fondamentaux. Fermer les yeux sur les leçons du passé, c'est condamner nos enfants à grandir dans la soumission ou la colère. C'est offrir à l'injustice le temps de s'installer et forcer tout un peuple à devoir sans cesse prouver son humanité pour mériter sa liberté. Tant que l'on tente de normaliser l'occupation, on ne fait que repousser l'explosion de la vérité. La paix ne se décrète pas, elle se construit, pierre après pierre, par la reconnaissance, la réparation, l'égalité. Tout le reste n'est qu'un mirage entretenu par les puissants. Mais pourquoi persiste-t-on à présenter l'inacceptable comme la voie de la raison? Comment les puissants parviennent-ils à travestir la réalité aux yeux du monde? Pour comprendre cette stratégie, il suffit d'observer comment, à chaque crise, les médias dominants choisissent les mots qui adoucissent la réalité. Conflit au lieu d'occupation, incident au lieu de massacre, dégâts collatéraux au lieu de vies brisées. Ce langage construit l'acceptabilité de l'injustice. On ne troque pas la dignité contre des usines, ni la justice contre des promesses. La justice n'est pas une monnaie d'échange, elle se conquiert, elle se défend, ensemble. Ce que l'on nous offre, ce n'est pas la paix, mais un marché où mémoire, souveraineté et espoir d'un peuple seraient bradés contre quelques fausses garanties d'investissement. Lorsque l'Afrique du Sud a accepté de discuter avec le régime de l'apartheid, ce n'est que lorsque justice et égalité ont été posées comme conditions inévitables que la paix a pu advenir. La paix authentique n'a pas de prix. Elle se bâtit pierre après pierre, sur la dignité partagée, sur l'égalité, sur le respect du droit et le refus de la domination. Peut-on parler de paix quand la souveraineté n'est qu'un mirage,
quand les colonies défigurent la terre, quand Jérusalem demeure confisquée, quand le droit au retour ou à la réparation est ignoré. Ce n'est qu'en rendant la souveraineté totale, en démantelant toutes les colonies, en partageant Jérusalem, en restituant aux réfugiés leurs droits, que la paix prendra sens. Sans ces fondements, tout accord n'est qu'illusion, promesse de nouvelles injustices à venir. L'exemple du Timor oriental qui, après des décennies d'occupation indonésienne, n'a pu obtenir la paix véritable qu'en recouvrant l'intégralité de ses droits et de ses terres, doit inspirer toutes les luttes pour la justice. L'Afrique porte la mémoire de sa résistance face à l'oppression. Elle tend la main comme médiatrice intègre, forte d'avoir survécu aux promesses creuses, aux traités sans voix africaine, à la dépossession masquée par des mots lénifiants. Nous refusons de voir ces erreurs se répéter sous d'autres cieux. C'est pourquoi, lors des négociations de Lomé ou d'Addis Abeba, les représentants africains ont insisté pour que la justice, la mémoire et la restitution soient placées au cœur des accords, et non reléguées en notes de bas de page. Aujourd'hui, nous lançons un appel au peuple, refusez d'être complices, ni par ignorance, ni par lassitude. N'acceptez pas que la justice universelle soit sacrifiée sur l'autel de la commodité ou du profit. Défendez la vérité, défendez le droit, défendez la dignité. Elles ne sont pas négociables, elles ne se marchandent pas. Elles se préservent par la lutte, par la solidarité. On se souvient de la mobilisation mondiale contre l'apartheid, où des millions de personnes ont boycotté, manifesté et fait pression jusqu'à obtenir le démantèlement du système. Remplacer la justice par des arrangements économiques, c'est perdre notre âme commune. C'est ouvrir la voie aux oppressions futures, au nom du réalisme. L'histoire nous l'a appris. Ce chemin conduit à la répétition des injustices, à la banalisation de l'indignité, à la mémoire brisée. Les accords signés entre la France et ses anciennes colonies, sans réparation ni reconnaissance des torts commis, ont engendré des rancœurs qui perdurent aujourd'hui encore. Alors, face à ce choix, quelle sera la réponse du monde et la nôtre? Le silence ou la résignation seraient des aveux. L'heure est venue de choisir la justice plutôt que la facilité. Ce n'est pas la paix, c'est l'abandon total, et nous avons le devoir impérieux de le refuser. À cet instant critique, il ne s'agit plus de négocier ni d'espérer quelque changement de façade. Il s'agit de choisir. Devons-nous plier devant l'injustice flagrante ou décider coûte que coûte de résister, même lorsque le prix à payer semble écrasant? L'histoire, en Afrique et partout ailleurs, l'a démontré. Accepter la soumission au nom de la stabilité, c'est s'enchaîner à la domination et à l'humiliation sans fin. Ce que certains nomment paix n'est qu'un vernis mensonger posé sur le vol, un rideau pour masquer la négation de droits fondamentaux. Les peuples du Zimbabwe, d'Algérie, d'Inde l'ont démontré. Seule la résistance, la mobilisation commune, la solidarité internationale ont permis de retourner la table des puissants et d'imposer le respect des droits fondamentaux. Depuis toujours, les puissants redéfinissent la justice pour servir leurs intérêts. Ils imposent le destin des peuples par des signatures opaques, loin de ceux qui subissent. Aujourd'hui encore, un peuple voit son futur décidé sans son accord, son histoire confisquée, sa voix étouffée. Refuser cette logique, c'est proclamer haut et fort que la dignité humaine ne se troque pas, que la souveraineté ne s'achète pas. Le choix s'impose, sans détour, capituler et devenir complice, ou résister et défendre la justice, quitte à sacrifier notre confort ou rompre avec notre silence. Ce choix engage notre présent, mais aussi la mémoire, la liberté, l'espoir des générations futures. Nelson Mandela, emprisonné pendant plus de 27 années, a montré que la résistance n'est pas vaine, même lorsque l'adversité semble insurmontable. Nous ne pouvons pas détourner les yeux, ni déléguer notre responsabilité à d'autres. Laisser l'injustice l'emporter aujourd'hui, c'est ouvrir la voie à de nouvelles chaînes, ici ou ailleurs. La solidarité avec les opprimés n'a ni couleur ni frontière. Elle fonde notre humanité véritable. Le temps est venu d'agir, de s'exprimer, de rejeter la normalisation de l'oppression, même si elle porte le masque d'un plan de paix. Notre devoir n'est pas seulement de dénoncer, mais aussi de soutenir concrètement celles et ceux qui, chaque jour, paient de leur vie, de leur liberté, de leur avenir,
le prix de notre indifférence. Cela peut signifier écrire à nos représentants, participer à des campagnes de sensibilisation, soutenir des organisations humanitaires sur le terrain, ou simplement témoigner pour que la vérité ne soit pas étouffée. Car le choix que nous faisons maintenant dépasse un seul peuple. Il touche à l'idée même de justice pour tous. L'histoire jugera moins les oppresseurs que ceux qui sont restés muets devant l'injustice. Comme le disait Martin Luther King, « Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas le cri des violents, des méchants, mais le silence des justes. » Alors, faisons en sorte que notre voix porte. Refusons la paix de la résignation. Bâtissons, ensemble, la justice de demain.